Merci infiniment aux organisateurs de me donner l'occasion d'intervenir devant vous. Il m'a été demandé de faire un propos introductif et liminaire. Ce propos sera transversal et prendra la forme d'un appel. Un appel pour une responsabilité écologique. Alors au commencement était le verbe, et comme le dit le philosophe anglais John Austin, avec des mots, on peut faire des choses. Nommer en droit, c'est déterminant parce que, selon que l'environnement, la nature, relève des biens ou des personnes, ou encore des droits de l'homme, elle sera plus ou moins protégée. Alors, face à cette question posée pour cette seconde table ronde, quel langage commun pour un nouveau récit universaliste, j'aimerais qu'on chemine ensemble autour de ces mots et autour de ce droit. Si je suis propriétaire de la nature, nous dit le Code civil français et nous disent d'autres codes civils, je peux alors en être celui qui en use de la manière la plus absolue. Si je suis une personne, ou si la nature est une personne, à l'image de la Constitution de l'Équateur où la Pachamama est protégée comme telle, alors elle dispose d'un droit au respect qui est un droit important et d'un niveau élevé. Les mots en droit ont du sens et des conséquences. Autre illustration, l'accord de Paris sur le climat, qui est finalement ce qui réunit aussi le panel aujourd'hui. Pendant toutes les discussions à Paris l'année dernière, on entendait la diplomatie américaine répéter « ce texte n'est pas et ne sera pas un traité ». Et la diplomatie française de dire exactement le contraire. L'accord de Paris est un traité et en cela, c'est du droit et c'est du droit obligatoire et contraignant. Alors, diversité de points de vue ou bien opposition entre ces deux pays. En réalité, il s'agissait simplement, pour la diplomatie américaine, de faire en sorte que l'accord de Paris n'entre pas dans la catégorie américaine des treaties, justifiant alors une ratification par le Sénat. Or, le Sénat n'aurait pas accepté la ratification. L'accord de Paris est bien un traité, mais il n'emporte pas le terme pour éviter le blocage du Sénat américain, puisqu'aux États-Unis, alors, ce texte est un executive agreement ratifiable par le président. Vous le voyez ici, nommer, c'est normer. Et voyons ensemble comment normer cette responsabilité écologique pour demain. Cette responsabilité écologique, envisageons-la en question, sous la forme du pourquoi, du quoi, du qui, du comment. Le pourquoi d'abord, pourquoi ce type de responsabilité ? Le sociologue français Edgar Morin parle de solidarité de destin terrestre. Et hier, le philosophe Baptiste Morisot nous parlait d'une alliance entre l'humain et les autres formes de vie. Il parlait d'altérité, et je crois que c'est cette idée de solidarité du destin entre l'humanité et le reste du vivant qui est déjà un premier point de départ de cette réflexion et de ce cheminement vers cette responsabilité. Ajoutons à cette idée de solidarité de destin terrestre, ajoutons à cette idée le principe responsabilité du philosophe allemand Hans Jonas. Le philosophe allemand part du constat de l'extension considérable de nos pouvoirs en direction de toutes les formes du vivant et en direction du futur. Et à cette extension de nos pouvoirs doit répondre une extension de nos responsabilités. L'homme est-il à part au sein du vivant ? Hiérarchiquement, est-ce que l'homme est au sommet du monde vivant ? C'est un débat certainement sans fin. Et je crois qu'on n'a pas lieu de le résoudre ici. En tous les cas, à mon sens, et en tant que juriste, s'il existe bien une spécificité de l'humain, c'est que c'est le seul capable à assumer des responsabilités, le seul à être responsable juridiquement. Et si on fait de la sémantique, on se rappelle que
La responsabilité vient du terme latin et du latin respondere, répondre. Ça a donné aussi en anglais le sponsor. Et le sponsor, c'est le garant. Alors finalement, nous sommes toutes et tous des garants, des responsables de l'environnement. Voilà pour le pourquoi. Pourquoi cette responsabilité écologique? Maintenant, de quoi parle-t-on? Sur quoi porte cette responsabilité? Quel est son objet? Nature, environnement, biodiversité. Autant de termes sur lesquels les uns et les autres ne s'accordent pas forcément. Autant de termes qui sont porteurs de valeurs. Des valeurs qui vont de l'anthropocentrisme au biocentrisme, avec des conséquences juridiques, parce que dans une vision anthropocentrique, très cartésienne, l'homme est maître et possesseur de la nature. La nature est alors un simple objet de droit. Philosophe en anglais, Bacon disait « la nature est comme une femme publique, il faut l'enchaîner ». Et puis, à l'autre bout du spectre, l'environnement peut être considéré comme un sujet, à l'image de la proposition du philosophe Lovelock, c'est l'hypothèse Gaïa. Alors, est-ce que l'on peut trancher ce débat? Est-ce que l'on peut trancher cette question du positionnement de l'environnement au sein de ces grandes catégories? Deux mouvements dans le monde peuvent être mis en évidence ces derniers temps. Un mouvement de subjectivation, c'est-à-dire d'entrée de l'environnement dans la catégorie des sujets. Alors, soit par la reconnaissance de la qualité de personne à la nature, je vous ai évoqué la constitution équatorienne, mais il y a une décision d'un tribunal néo-zélandais qui reconnaît également qu'un fleuve a la qualité de sujet de droit. Cela renvoie ici à la conception des Maoris, que la nature, là aussi, est avec eux dans un rapport matriciel. Il y a aux États-Unis des actions menées par un avocat, et un documentaire vient de sortir en la matière, l'avocat des grands singes, des actions de ce mouvement qui s'appelle Non-Human Rights Project, le projet pour des droits non humains, notamment pour les grands singes. Et il saisit, au nom de singes qui sont chez des propriétaires ou des zoos maltraités, il agit devant les juridictions américaines, notamment le tribunal de New York, pour les libérer. Il a obtenu une première victoire, on l'a entendu, non pas comme étant membre d'une association qui défend les animaux, mais comme le représentant, le garant de ces grands singes. Pour l'instant, ces actions sont bloquées au niveau de la juridiction new-yorkaise, mais en Argentine, cette action a prospéré. Une femelle orang-outan a été reconnue personne non humaine par le tribunal, avec obligation de la libérer du zoo de Buenos Aires. Ça n'a pas pu être fait parce qu'elle ne peut pas être libérée dans la nature, elle mourrait de suite, mais ça a tout de même entraîné un an plus tard la fermeture du zoo, et considérant que finalement c'était un mode archaïque que notre rapport aux animaux, que de les enfermer. Voilà ce premier mouvement de subjectivation qui passe aussi par l'extension des droits de l'homme, et on parlera des droits de l'homme évidemment dans la table ronde. Ces droits de l'homme qui deviennent des droits notamment à l'environnement. Il y a dans les constitutions de nombreux pays ce droit à l'environnement. Dans la Constitution française, une charte de l'environnement y a été adossée. Et même les juridictions régionales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait application de la Convention européenne des droits de l'homme, rédigée à une époque où le droit à l'environnement n'existait pas, même cette juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme, consacre un droit à l'environnement. Simplement, elle le met en balance avec le droit au développement économique, et finalement, il est assez rare que le droit à l'environnement l'emporte face, par exemple, à l'extension d'une piste d'aéroport. C'est le cas en France ou bien encore au Royaume-Uni. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est la seule Charte des droits de l'homme régionale à consacrer le droit à l'environnement. C'est ce premier mouvement de subjectivation qu'on observe ces derniers temps. On peut aussi observer des propositions dans le sens d'une réification. La propriété serait finalement idéale pour être la gardienne de la nature. Une propriété non pas simplement individuelle, on ne peut pas mettre un propriétaire derrière chaque espèce, mais une propriété collective.
Et revient au galop cette catégorie qui est la catégorie des biens communs, en anglais the commons, où voilà, cette catégorie permettrait une protection renforcée selon laquelle ces biens communs n'appartiennent à personne, mais leur usage est commun à tous. Certains évoquent des réserves à l'égard de cette qualification. George Hardin avait évoqué la tragédie des biens communs, parce que s'ils n'appartiennent à personne, mais que tout le monde peut les utiliser avec des restrictions limitées, eh bien, la ressource, à l'origine inépuisable, peut, avec le temps, montrer des faiblesses. Ce que je voulais vous dire avec ces différents mouvements, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'existe pas de statut magique, de qualification magique, de verbe, de mots magiques en droit qui permettrait ce type de protection. Et est-ce que ce n'est pas s'épuiser que de chercher la qualification optimale? Est-ce que ce n'est pas également chercher une forme d'hégémonie d'un statut sur un autre, d'un rapport des valeurs par rapport à d'autres? Autrement dit, puisque l'objet de ces journées consiste également à faire des propositions, à mon sens, plutôt que de seulement se concentrer sur les problématiques en termes de droit à ou en termes de sujet de droit, je crois que là où, de manière universelle, les peuples peuvent se mettre d'accord, c'est sur la question des devoirs. Il n'est pas tant question, à mon sens, de droit, mais il est aussi question des devoirs de l'homme en direction du vivant, et ce pour protéger la sûreté de la planète, dans une vision globale et dans une vision dynamique, non seulement pour aujourd'hui, aussi pour demain. À ce sujet, René Cassin, qui est l'un des pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, regrettait d'une certaine manière qu'il n'y ait pas davantage de devoirs dans cette déclaration. Et il avait proposé notamment d'inscrire dans la déclaration le fait d'accepter des charges et des sacrifices exigés par le bien commun. Je crois que le temps est venu de renforcer les devoirs de l'homme, de ne pas porter atteinte à l'environnement. Voilà pour le quoi. De quoi parle-t-on quand on parle de responsabilité écologique? À mon sens, on parle de devoir. À qui s'adresse cette responsabilité? Quels en sont les sujets? Ces sujets sont distingués en deux catégories, à mon sens, ceux qui protègent et ceux qui menacent. Ceux qui protègent l'environnement, qui doivent la protéger, ce sont avant tout et historiquement les États, parce que, historiquement, l'environnement appartenant à la question de l'intérêt public et à l'intérêt général, sa défense était l'apanage de l'État. Et d'ailleurs, dans les facultés de droit, le droit de l'environnement était un droit purement de police administrative, de réglementation, un droit administratif du top-down, du haut vers le bas. Mais l'expérience aura montré que l'État, s'il doit rester l'un des gardiens fondamentaux de la nature, ne doit pas être seul, par manque de moyens, par manque de compétences parfois ou par manque de volonté politique. Un exemple qui concerne la France. La France a été touchée en 1999 par une marée noire historique liée au naufrage du pétrolier Erika qui transportait du pétrole appartenant à Total. À cette occasion, un débat est né sur la reconnaissance du préjudice à la nature, du préjudice écologique. Eh bien, sachez que l'État, parti au procès, n'a pas demandé réparation de ce préjudice écologique. Ce sont certaines ONG qui l'ont fait, pour vous montrer alors que dans les sujets de cette responsabilité écologique, la place des acteurs non étatiques, non-state actors, est fondamentale, non plus du bas vers le haut, vers le bas, mais du bas vers le haut, du bottom-up. Nous sommes toutes et tous les gardiens de l'environnement. Comme experts, les ONG, lors de l'accord de Paris, lors des négociations, étaient présentes physiquement. Et cette présence, au-delà des ONG, les chercheurs, les simples citoyens, le monde économique, les entreprises, cette présence a certainement été l'un des facteurs de réussite. Il faut donc encourager, à mon sens, la place des acteurs non étatiques dans toutes les instances internationales, mais aussi nationales.
Renforcer le rôle de la société civile, c'est nécessairement améliorer la préservation de l'environnement. Cela suppose que les États acceptent une alliance à l'égard de ces acteurs dans une relation de confiance et non plus dans une relation de défiance. Je dirais aux États, n'ayez pas peur de la société civile, n'ayez pas peur du peuple. À cet égard, on devrait, à mon sens, encourager le droit pour la société civile, pour les organisations non gouvernementales, de saisir les juges pour déclencher des poursuites lorsque l'État n'a pas les moyens ou n'a pas le souhait de le faire. Ça n'existe pas partout, ce droit de constitution de partie civile. C'est tout récent en Chine, ça n'existe pas dans d'autres pays africains. Et on se souvient aussi que, comme le dit le proverbe populaire, l'union fait la force. Outre-Atlantique, dans un système libéral, l'action de groupe, la class action, a été un moyen important pour la préservation de l'environnement. Vous avez peut-être tous vu ce film sur l'affaire et sur cette femme, Erin Brockovich, avec Julia Roberts, qui montre comment des riverains d'une entreprise se sont réunis, regroupés pour faire condamner une entreprise qui avait causé une pollution à l'eau et au sol, entraînant des dommages graves à la santé. Voilà, cette action de groupe qui doit entrer dans le droit français ces prochains jours. Peut-être devrait-elle, cette action et cette class action, mériter d'être élargie dans d'autres États. La protection des lanceurs d'alerte est également fondamentale. C'est souvent, par ces lanceurs d'alerte, des individus, un salarié dans une entreprise qui, à un moment donné, n'accepte plus de falsifier des documents qui cachent une pollution, qui va alors faire une lettre de dénonciation, une lettre de responsabilité à l'égard de la communauté. Cette protection des lanceurs d'alerte est importante. On voit également que la place croissante de la société civile donne lieu à la multiplication d'actions que l'on appelle, sous l'acronyme du SLAP, Systematic Lawsuit Against Public Participation, les actions dites bâillons, des actions qui sont conduites contre des ONG, parfois contre des chercheurs, des actions qui sont conduites pour faire taire, pour limiter la démocratie et le débat. Par exemple, une ONG dénonce l'action d'une multinationale loin à l'étranger parce que cette multinationale, pour faire de l'huile de palme, va faire de l'accaparement des terres, du land grabbing. Et en échange de ces déclarations publiques, l'entreprise, la multinationale, exerce une action en diffamation contre cette ONG en demandant des dommages et intérêts très élevés. Au bout d'un moment, cette ONG risque de ne plus avoir les moyens de participer au débat, et voilà comment alors on peut bâillonner. Aux États-Unis ou au Canada, il y a des lois qui tentent de préserver le débat démocratique en interdisant ou en tout cas en limitant ce genre d'action. Je parlais des protecteurs, parlons aussi des destructeurs. Répondre, c'est aussi imputer une responsabilité. Qui va devoir répondre de ses actes ou de son inaction? Plusieurs parties prenantes, les États d'abord. Par le biais des juges nationaux, on voit depuis 2015 se multiplier les actions que j'appelle les actions en responsabilité climatique. Cela a commencé aux Pays-Bas, où une ONG, l'ONG Urgenda, a agi contre l'État, considérant qu'il ne faisait pas assez pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et le juge néerlandais a donné droit à cette action, a fait droit à cette action, et condamna l'État néerlandais à faire plus d'efforts. Une réaction, et par voie de réaction en chaîne, les actions se sont multipliées dans le même sens. Au Pakistan, par le tribunal de Lahore, où là c'est un fermier dont l'activité vivrière était menacée par les changements climatiques, qui a obtenu la condamnation de l'État pakistanais. Et aux États-Unis aussi, par le biais d'une ONG qui s'appelle Our Children, des enfants, agissant au nom des générations futures qui ont réussi à faire condamner notamment l'État du Massachusetts. Cela est le révélateur d'une mise en perspective entre l'insuffisance de la réglementation et face à l'insuffisance de la réglementation, face à la déception de la société civile à l'égard des États, eh bien, on voit se multiplier la saisine du juge, le juge comme alors gardien de la préservation de l'environnement.
Voilà pour, à l'échelle des États, la justice internationale en matière environnementale, elle existe, mais elle a du mal à être coercitive, parce que les États doivent accepter les compétences des cours internationales, comme la Cour internationale de justice, qui a condamné en 2014 le Japon, lequel exerçait des prélèvements de baleines, considérés par la Cour internationale de justice comme étant contraires à la Convention internationale sur l'interdiction de cette pêche. Une condamnation qui a eu comme conséquence que la flotte japonaise est alors entrée au port. Simplement, quelques mois plus tard, le Japon, quand il a réitéré son adhésion à la compétence de la Cour internationale de justice, il a émis une réserve en matière de pêche à la baleine, ce qui fait que désormais, il ne peut plus être attrait devant la Cour sur cette question. Je parlais des États, il y a également évidemment les entreprises qui de plus en plus sont responsables sur ce terrain, mais aussi tout particulier. Depuis cet été, dans le Code civil français, le préjudice écologique est réparable. On rejoint alors d'autres États, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Italie et j'en passe. Je crois que la réparation du préjudice écologique mérite également d'entrer dans tous les droits nationaux. Et puis, juste quelques mots à propos des organisations criminelles, des mafias. Les mafias ont investi le monde de l'environnement parce que la devise en la matière est celle du high benefit, low risk, des bénéfices considérables pour un risque mineur. Un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'Interpol du mois de juin dernier a rappelé que chaque année, les profits générés par tous les trafics en matière environnementale, trafic de bois, trafic de déchets, les trafics également de métaux précieux comme l'étain qui se trouve dans vos téléphones portables et dans vos ordinateurs, eh bien ces profits étaient de l'ordre de 258 milliards de dollars par an, classant cette criminalité au 4e rang des criminalités après le trafic de drogue, le trafic des êtres humains et la contrefaçon, et donc avant les trafics des armes légères. C'est une menace pour la santé, c'est une menace pour l'environnement, mais aussi pour la sécurité, parce que cet argent qui est généré par ces trafics, il a été montré dans ce rapport qu'il servait à financer des armées rebelles ou bien des groupes terroristes, et donc une menace pour la paix certaines et qui méritent d'être prises à bras-le-corps, notamment par des conventions internationales. Et à cet égard, un groupe de travail qu'on avait coordonné en France et qui a remis un rapport à la ministre de la Justice avait proposé une convention internationale et un projet de convention internationale pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité. L'Assemblée générale des Nations unies, l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement et toutes les deux ont entamé un processus pour renforcer les instruments de lutte contre cette forme de criminalité. Je vous invite à appuyer ce genre d'initiative et à les suivre. Après le pourquoi, le qui, le quoi, je terminerai avec le comment. Quels sont les jalons du droit de demain pour une responsabilité écologique globale? 3 points, me semble-t-il. Avant tout, renforcer la coordination des États pour faire un rapprochement de leur niveau de protection de l'environnement. Parce que si l'on prend le pouls de la planète du droit de l'environnement aujourd'hui, voilà quel diagnostic l'on peut faire. Il existe une disparité des règles, une disparité d'application des règles entre les États qui conduisent à un dumping environnemental. Une entreprise néerlandaise, Trafigura, doit faire retraiter des déchets aux Pays-Bas pour quelques centaines de milliers d'euros et considère que c'est trop. Cette société décide alors, après tout un cheminement pour tenter de s'en débarrasser, de créer une filiale qui est tout simplement une coquille vide en Côte d'Ivoire et va déverser au large d'Abidjan, dans la mangrove, autour de la ville, dans des décharges, ces déchets hautement toxiques, entraînant l'intoxication de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes, et l'altération pour des années de l'environnement. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire une économie, ils ont décidé consciemment de ne pas respecter les règles environnementales. Alors ça fait 10 ans, c'était en 2006. Avec le temps, il y a eu des transactions qui ont été signées avec l'État. Les victimes n'ont pas toutes été indemnisées ou pas à la hauteur des préjudices réellement subis. C'est pour vous montrer à quel point cette disparité
ouvre des mailles du filet du droit de l'environnement et de la protection de l'environnement, et il convient de les resserrer, de resserrer ce filet. Alors, comment faire? On pourrait se dire, la Côte d'Ivoire aurait pu poursuivre ces personnes, simplement, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours facile. Une solution pourrait être de multiplier les pouvoirs des juges nationaux à l'échelle de ce type de contentieux, des contentieux dans lesquels des éléments de la criminalité sont commis à l'étranger. Et je voulais vous citer une affaire qui concerne les guitares les plus réputées dans le monde, qui s'appelle les guitares Gibson. Aux États-Unis, le producteur de guitares, qui est rendu célèbre notamment par Keith Richards, importe du bois de rose de Madagascar et de l'ébène, alors que cette importation est interdite. L'Agence américaine de protection de l'environnement constate cette infraction, et l'entreprise américaine de dire « mais nous n'avons pas consciemment voulu faire ce genre de trafic, hein, nous sommes passés par des intermédiaires qui nous ont certifié la légalité de cette importation ». Et donc ils se retranchaient derrière la succession des sociétés qui faisaient écran entre la commission du crime à Madagascar et eux aux États-Unis. Eh bien, un texte américain, le Lacey Act, a permis de poursuivre l'entreprise américaine parce qu'elle n'avait pas été suffisamment vigilante sur sa chaîne d'approvisionnement. Il y a eu alors une transaction, un deals of justice, pour éviter un procès retentissant, avec une transaction avec le parquet et une somme attribuée à une association sur place. Voilà cette idée selon laquelle, il me semble, la responsabilité passe également par plus de solidarité, par des aides au développement, par le fonds vert qu'il convient, à mon avis, d'alimenter et peut-être d'étendre au-delà de la problématique du climat. Alors je sais bien que pour l'instant, il est déjà difficile de l'alimenter pour la transition énergétique, mais soyons confiants, à l'avenir, ce fonds vert pourrait aussi alimenter d'autres politiques que la politique de transition énergétique. Je pense beaucoup aussi au principe des responsabilités communes mais différenciées. Gare à l'hégémonie des pays du Nord, qui donnerait des leçons aux pays du Sud. Acceptons la dette écologique du Nord et acceptons que tous, en revanche, fassent des efforts, mais à hauteur de leurs capacités, à hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Je parlais de coordination, quelques minutes enfin, pour la prévention. Le médecin qui prête serment, quand il prête serment, par exemple du serment d'Hippocrate, utilise cette expression latine du primum non nocere, avant tout ne pas nuire. Et en matière environnementale, comme en matière sanitaire, mais en matière environnementale, plus que tout autre, prévenir est fondamental. On ne peut pas se permettre, après coup, de se dire, bien, on réparera, parce qu'on ne peut pas restaurer, on ne peut pas faire revenir à la vie une espèce disparue, un écosystème. Il est important donc, à mon sens, de mettre en place une obligation de vigilance à l'échelle nationale et internationale, et même de multiplier les actions préventives, de pouvoir saisir un juge quand un dommage peut survenir. Il existe des textes en ce sens, notamment depuis cet été seulement en France. Sanctionner, mieux sanctionner aussi, avec des quantums de peine suffisants. 1 kilo de corne de rhinocéros rapporte 2,5 fois plus qu'un kilo de cocaïne. Aux États-Unis, si on est pris avec 1 kilo de corne de rhinocéros, on encourt moins d'1 an d'emprisonnement. 1 kilo de cocaïne, en revanche, beaucoup plus de 10 ans. Vous voyez comment ces quantums de peine font que, évidemment, la prévention du crime environnemental est limitée. Il s'agirait de renforcer ces peines à l'échelle internationale pour lutter plus efficacement contre cette forme de criminalité. Il y a beaucoup d'espoir et de confiance à avoir, me semble-t-il. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, en septembre dernier, a diffusé un document de politique générale dans lequel il mettait en avant le fait qu'à l'avenir, il allait poursuivre de plus en plus les actes liés à des ravages écologiques, à l'exploitation illicite des ressources naturelles ou à l'expropriation illicite de terrains. Rapprochons alors ces crimes environnementaux de la notion de crime contre l'humanité. Je vous rappelle que ce qui est protégé, la valeur protégée derrière la notion de crime contre l'humanité, c'est la dignité humaine, où l'on voit alors la question de l'environnement entrer dans le giron de la dignité humaine. Alors pour conclure, face à ce diagnostic d'un droit éclaté entre près de 500 instruments internationaux, de droit qui est souvent du droit souple, de soft law,
et que l'on dit alors insuffisamment dur. Face à cet état des lieux, me semble-t-il, on peut faire les vœux suivants, d'accords communs, d'un pronostic d'un durcissement des règles des droits en matière environnementale, avec une alliance des forces de toutes et tous, des États, mais pas seulement, et pourquoi pas un pacte international pour l'environnement, dont il sera question tout à l'heure au travers de l'intervention de Yann Aguilar. Cela suppose d'accepter un changement de paradigme, non plus seulement de voir le droit comme le reflet d'une souveraineté solitaire, mais d'une souveraineté solidaire, comme le dit le professeur Mireille Delmas-Marty. Je terminerai par un proverbe africain qui dit la chose suivante. Si tu veux aller vite, va seul, et si tu veux aller loin, eh bien, vas-y, accompagné. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.